Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour dans un instant pour le deuxième week-end du championnat du monde des voitures de tourisme sur le circuit de Zandvoort. Et il fait toujours sec, il fait toujours venteux sur ce tracé de Zandvoort qui fait son retour dans le championnat du monde des voitures de tourisme. C'est vrai que depuis 1985, il n'y avait plus d'événements majeurs qui s'étaient déroulés ici aux Pays-Bas depuis la dernière victoire de Niki Lauda dans un Grand Prix de Formule 1. Avant cela, évidemment, sur ce circuit de Zandvoort, il y avait eu aussi d'autres pages plus dramatiques, celle-là, avec notamment l'accident mortel de Roger Williamson, cet Anglais, au volant de sa marche. C'était en juillet 1973, un circuit, Pierre-Henri Raffanel, qui est quand même un des plus beaux aussi qu'il y ait. Oui, effectivement, avec un circuit vallonné, un circuit de 4 km 3, on a vu des possibilités de dépassement, des virages compliqués, des bankings, des freinages en appui, et il faut un équilibre de voiture quasiment parfait ici. Il fait gris, couvert, nous sommes, on vous le rappelle, le long de la mer du Nord, ici à 300 mètres, à tout casser de la plage. Et regardez les conditions climatiques avec une température assez fraîche et un taux d'humidité qui grimpe, 70% ce matin, 78 désormais, 14 degrés dans l'air, mais avec vraiment un ressenti de froid beaucoup plus important, tant le vent est violent. Le vent est violent et sur les quelques images, nous avons pu aussi apercevoir la spécificité de ce circuit. Entouré de dunes avec le vent, ce sable se dépose sur la piste et complique un petit peu plus la tâche de tous ces pilotes. Et oui, du coup, la piste risque d'être relativement glissante et c'est vrai que ça fait partie des vrais problèmes rencontrés par les pilotes ici, cette faculté, cette obligation de s'adapter très rapidement aux conditions changeantes du circuit. Vous n'étiez peut-être pas des nôtres tout à l'heure en direct sur les coups de midi pour vivre la première des deux courses de ce week-end néerlandais. C'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de très belles choses. Si vous les avez manquées, eh bien, on va vous rappeler ce qui s'est passé en vous rappelant que c'était évidemment les deux Chevrolet d'Alain Menu et de Nicolas Larini qui avaient signé les meilleurs chronos. Les deux Chevrolet qui vont parvenir à conserver ces premières places. En revanche, juste derrière elle, eh bien, Thiago Monteiro vient faire l'extérieur à Augusto Farfus, le Brésilien, pour s'emparer de la 4e position, car Luca Rangoni lui va bien conserver sa ligne. Beaucoup de malchance pour Yvan Muller. Déjà les essais n'avaient pas été fameux. Il y a eu en plus cet accident, cet accrochage dès l'entame de la course avec un problème évidemment, vous le voyez, roue à moitié tordue et obligation pour Yvan Muller de rentrer au stade. C'en était d'ores et déjà terminé des espoirs du Français que l'on retrouvera bien sûr dans la deuxième manche dans un instant. Des problèmes, il y en a eu aussi pour l'autre pilote sur lequel tous les regards étaient fixés ici, le néerlandais Tom Coronel, qui a emmené plus de 30 000 spectateurs sur ce circuit. Eh bien, sa fougue aura eu raison de lui puisqu'il va au contact avec James Thompson. Là aussi, vous l'avez vu, un problème de demi-train arrière quasiment arraché. Voilà la précision technique qui s'impose. La suite sera plus limpide avec une attaque d'Augusto Farfus sur Thiago Monteiro ici pour s'emparer de la 4e place. Mais ce ne sera que très éphémère. Quelques instants plus tard, le Portugais parviendra à reprendre l'ascendant sur le pilote brésilien et lui reviendra. Robert Hoff aura un petit peu moins de chance. Là aussi, de nouveau, une direction qui abandonne le pilote anglais. Il a beau tourner son volant, ça ne fonctionne plus, il tire tout droit. Course neutralisée, les écarts se réduisent, on s'attend à 3 derniers tours de toute beauté, c'est ce qui se passera, mais néanmoins la bagarre pour la victoire ne changera plus rien. Les deux hommes de tête, les deux Chevrolet conserveront leurs 2 premières places avec à la clé le 2e succès pour Alain Menu en championnat du monde des voitures de tourisme, la 3e victoire pour le constructeur américain. Et donc le drapeau à damier pour célébrer la 2e victoire d'Alain Menu. Eric Neve peut être satisfait. 2e place pour Nicolas Larini. La 3e place pour le pilote indépendant
Luca Rangoni au volant de la BMW, juste devant Thiago Montero, l'ancien pilote de Formule 1 qui arrive dans la série. La 5e place pour Augusto Farfus, désormais seul leader du championnat. 6e, Roberto Colciago qui fait une belle entrée aussi dans le championnat au volant de sa Seat privée. Et puis juste derrière Roberto Colciago pour la 7e place, on note Gabriele Tarquini et en 8e place le champion du monde en titre Andy Priault qui s'élancera donc, phénomène de la grille inversée oblige, en première position, en pole position dans la 2e course que l'on va vivre dans un instant. Voilà, retour en direct sur ce circuit de Zandvoort avec une mauvaise nouvelle. Il y a quelques premières gouttes d'eau qui font leur apparition visiblement sur ce circuit, Pierre-Henri. Si ça devait être le cas, ça changerait probablement tout dans cette course. Oui, ça changerait probablement tout et puis ça confirmerait les bonnes informations météo que nous avait donné ce matin Stéphane Henou d'Auto Hebdo. On avait prévu de la pluie pour l'après-midi, visiblement, on y est. Et oui, alors là maintenant il va y avoir un choix cornélien. Bon, pour le moment il pleut, mais assez légèrement. Du coup on décide visiblement de conserver des pneus lisses, mais selon l'augmentation éventuelle de ces chutes de pluie, eh bien on pourrait décider de donner le départ avec des pneus rainurés. Oui, on va surtout essayer de garder l'option pneu pluie le plus tard possible. Il faudra que les pneus soient montés ou les roues soient montées 5 minutes avant le départ du tour de formation. Donc on va attendre, patienter. Pour l'instant ça ne mérite pas des pneus pluie, mais comme le vent forcit et nous amène des nuages direction de la mer, on pourrait s'attendre au pire. Alors peut-être un éclaircissement du point de vue technique, Pierre-Henri, si d'aventure le départ est donné dans des conditions relativement sèches et que donc les pilotes s'élancent en pneus slick et que tout d'un coup eh bien, la pluie vient s'intensifier et que l'on soit obligé de passer aux pneus rainurés, que se passe-t-il? Tout simplement, si le directeur de course n'indique pas effectivement que la course est sous conditions mouillées, à ce moment-là, vous avez le choix. S'il indique course sous pneus mouillés, à ce moment-là, la course ne sera pas interrompue, elle ira jusqu'au bout. Allez, on va à présent dévoiler un petit secret, Pierre-Henri. Savez-vous pourquoi Jörg Müller, vainqueur à Curitiba, il va toujours de ce petit signe du petit doigt lorsqu'il gagne? Il nous l'explique. Ces petits signes avec ses petits doigts, c'est tout simplement parce que sa famille est originaire d'Aix-la-Chapelle, une ville de la région de Nordheim en Westphalie, c'est tout près de la Belgique. Dans cette ville, il fabriquait des aiguilles et les familles séparaient les bonnes des mauvaises à l'aide de leurs petits doigts. Donc c'est donc devenu un signe de reconnaissance quand on vient de cette raison et c'est pour cela qu'il utilise ces petits signes en fin de course. Et donc même si Jörg Müller réside désormais à Monaco, il reste visiblement très attaché à ses racines, mais il semble néanmoins difficile pour lui aujourd'hui d'envisager une nouvelle victoire. On ne devrait donc pas assister à ce petit signe. Voilà, vous connaissez tout avec ces coulisses, ces backstage du championnat du monde des voitures de tourisme, et c'est vrai que très souvent on s'est demandé mais que nous fait-il avec ses petits doigts? Maintenant vous le savez. Voilà, les premiers parapluies commencent quand même à s'ouvrir. Ce n'est pas d'excellent augure, évidemment. Et c'est vrai que cette information, eh bien, nous vous l'avions donnée dès le début de la séance de warm-up ce matin avec notre homme de terrain, Stéphane Henou d'Auto Hebdo, que l'on retrouvera évidemment tout au long de cette course également dans les stands avec notre micro HF. On fait un petit tour dans les cockpits de ces voitures en remontant la grille de départ pour cette deuxième course. Je vous rappelle que c'est Andy Priault que l'on retrouvera en première position sur la grille de départ. À ses côtés, Gabriele Tarquini, deuxième ligne pour Colciago Farfus, troisième ligne pour Montero Rangoni, quatrième ligne pour Larini et Menu, les deux vainqueurs de la première course. Vous aimez les belles voitures, vous avez intérêt, vous avez vraiment une bonne raison de venir assister à ce championnat du monde des voitures de tourisme.
Il y aura, je vous le rappelle, le rendez-vous français. Ce sera pour le premier week-end du mois de juin sur le très beau circuit de Pau. Première course de la saison sur un circuit, sur un tracé urbain. Il y aura du grand spectacle. Nous vous offrons également d'ailleurs la possibilité de venir vivre cette course de l'intérieur. Pour cela, il suffit d'envoyer à nos confrères d'Auto Hebdo une question que l'on posera en direct à Pierre-Henri Raffanel au cours de nos reportages sur le WTCC. D'ailleurs, Ricardo Theis nous a posé une de ces questions. Il sera donc sélectionné pour le tirage au sort qui permettra d'aller assister à ce week-end de Pau. Alors Pierre-Henri, il nous demande, Ricardo, pourquoi il n'y a pas de Chevrolet privé dans ce championnat? Est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'ailleurs d'obliger des constructeurs à vendre des voitures pour maintenir un plateau lorsque le constructeur officiel décide par exemple de se retirer? Oui, c'est effectivement une possibilité, mais il faut savoir que quand on est privé, effectivement on va essayer de retrouver sur le marché la voiture qui vous permettra d'obtenir les meilleurs résultats. Et jusqu'à présent, les voitures qui dominaient cette catégorie, c'était les BMW, c'était les Seat. Chevrolet était un petit peu en retrait, donc pour un privé il n'y avait pas un intérêt fort pour aller dans cette marque-là. Donc effectivement à l'avenir, peut-être quelques privés seront intéressés par les performances démontrées par les Chevrolet. Deuxième aussi organisation, on sait que chez BMW c'est une véritable machine de compétition client. Effectivement on fait de la course pour remporter des victoires au sein d'écuries officielles, mais c'est surtout un très bon business. On est là pour fabriquer des voitures de course qui sont utilisées dans tous les championnats nationaux. Donc on donne des voitures au privé qui sont aussi performantes que les voitures officielles. Voilà, et puis on rappellera à Ricardo aussi qu'il y a eu déjà une expérience de voitures privées de la marque Chevrolet. C'était l'année dernière avec ce préparateur suisse qui avait notamment fait venir sur quelques épreuves du championnat du monde des voitures de tourisme le pilote belge Vincent Rader-Mekker et une pilote espagnole lors de l'épreuve de Valence aussi. Alors ce qu'on a pu apercevoir tout à l'heure avec les pneus d'Augusto Farfus qui s'élancera en pneus slick, mais on a vu aussi que la direction de course indiquait course mouillée, donc ce qui signifierait que si par hasard la course venait, la pluie venait à forcir pendant la course, le directeur de course n'interromprait pas la course. C'est un choix qui est libre pour les pilotes, soit de s'élancer en pneus slick, soit de s'élancer en pneus pluie. Mais c'est à l'initiative des pilotes et des écuries. Alors là, à l'heure actuelle, la piste est encore relativement sèche. Dès lors, c'est un vrai pari sur l'avenir que de partir en pneus rainurés, parce qu'on rappelle évidemment que ces pneus sont beaucoup moins performants dans des conditions sèches. Voilà, beaucoup moins performants, et surtout, ils ne pourraient en aucun cas pourraient tenir un rythme de course important. Ces pneumatiques sont plus tendres, ils sont faits pour fonctionner quand il y a de l'eau, et ils se détruiraient en à peine 2 tours dans des conditions d'adhérence qui sont actuelles. Donc là, a priori, pratiquement tous les concurrents ont décidé de s'élancer en pneus slick. Oui, je pense qu'il faudrait vraiment faire un pari très très osé que de partir actuellement en pneus pluie. Donc on va penser que ceux qui sont dans les 8-10 premiers ont tout intérêt à essayer de conserver cet avantage et à s'élancer en pneus slick. En revanche, voilà, au-delà de ces positions-là, on peut se dire, allez, on va espérer qu'il va pleuvoir, on n'a rien à perdre de toute façon. Et en revanche, si on est d'ores et déjà en pneus rainurés dès le départ, et que la pluie vient à s'intensifier, on n'aura pas besoin de passer par les stands. Voilà, ça pourrait être une initiative, un combat et un pari totalement à forte chance de perdre. Mais effectivement, si la pluie venait à arriver rapidement, pour ceux qui sont situés en toute dernière position, vous savez que pour cela c'est quand même compliqué de remonter dans les 8 premiers. Donc peut-être à ce moment-là, un petit pari sur la pluie et des résultats en perspective. Allez, vous avez découvert la grille de départ. Le départ est imminent. On marque une très courte pause et on revient ici à Zandvoort pour le départ en direct, bien sûr. Advan, Yokohama. Numérique EOS 400D est arrivé. Bienvenue dans l'ère de jeu. Canon, you can.
Advance. Yokohama. Intercon is telecommunication, machine, tools and robot, instrumentation and electronics, medical equipments. Intercon is electrical spatial cables. We have turned the cable into a work of art. Donnez une preuve d'amour à votre voiture. Essayez Castrol Edge, notre meilleur lubrifiant à ce jour. Plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Un moment de vitesse, présenté par les hôtels Courtyard by Marriott. Retour à Zandvoort et dans un instant, on vous le rappelle, le départ de la 4e manche de ce championnat du monde des voitures de tourisme. On vous rappelle aussi que d'ores et déjà BMW a remporté 2 victoires et Chevrolet une, c'était sur les coups de pratiquement 12h30. Vous étiez peut-être des nôtres lorsqu'Alain Menu a remporté la première des 2 courses ici à Zandvoort après les succès d'Augusto Farfus et de Jörg Müller à Curitiba. C'était il y a 2 mois. Au classement provisoire du championnat, on n'en a pas reparlé. Sachez qu'Augusto Farfus est désormais seul en tête avec 20 points. Deuxième Andy Prevost, champion du monde en titre avec 17 points. C'est lui qui va s'élancer dans un instant en pole position. La 3e place pour Jörg Müller qui n'a pas marqué de points aujourd'hui, 16 unités. Il est à 4 longueurs donc du leader. 4e place pour Gabriele Tarquini. La 5e pour Alain Menu avec désormais 10 points. Et puis juste derrière, on retrouve à égalité de points Nicolas Larini et Luca Rangoni, chacun avec 8 unités. Yvan Muller est juste derrière avec 6 points et malheureusement pour le Français, peu de chance, peu d'espoir de marquer d'autres points aujourd'hui puisqu'il s'élancera dans les profondeurs de la grille de départ après ces déboires. Mauvaise journée pour le Français. On attendait une grande journée pour la France aujourd'hui avec l'événement très important qui se passe dans notre pays. Malheureusement, en tous les cas, dans ce championnat du monde, pour Yvan Muller, ce sera plutôt une petite journée. Petite journée pour Yvan Muller, un week-end à oublier, les voitures se mettent en position. On vous rappelle que le départ de la 2e course est un départ arrêté. Les BMW voitures à propulsion devraient retrouver leur avantage dans cet exercice-là. Et on devrait surveiller les Prio, Farfus et Rangoni au départ. La pole pour Andy Prio, on vous le rappelle, l'anglais, 8e de la première manche, qui repart donc grâce à la grille inversée pour les 8 premiers en pole. À ses côtés, Gabriele Tarquini. On sait que lors des départs arrêtés, eh bien, les propulsions, les BMW sont généralement relativement avantagées par rapport à toutes les autres tractions. On va voir si ce sera le cas dans un instant. Ça permettra peut-être aussi à Augusto Farfus de bondir depuis la 2e ligne sur Gabriele Tarquini. C'est parti, bien parti a priori pour Andy Prio et Tarquini qui parvient à rester pour le moment devant Farfus. Il est parti du bon côté pour piéger le Brésilien qui sera 3e. En revanche, excellent départ de Luca Rangoni. Il y a un freinage un petit peu manqué peut-être pour Andy Prio qui est allé un petit peu large, mais Tarquini n'a pas pu en profiter, il reste 2e. Les positions quasiment inchangées, pas de gros carambolage à l'issue de ce premier virage, ça se passe sans problème pour la quasi-totalité des concurrents. En revanche, départ difficile, Pierre-Henri, dans cette 2e course pour Roberto Colciago et pour Thiago Montero, les 2 hommes qui avaient été très bons dans la première course aussi. Départ plus difficile aussi pour les Chevrolet qui se sont fait piéger, me semble-t-il, par Félix Portero et même par Jörg Müller également. Et Colciago qui est en bonne position aussi. Non, c'est Jörg Müller, Portero est bien derrière.
Allez, on va essayer de faire le point rapidement sur les premières places en tous les cas, avec une attaque ici de Robert Huff pour gagner déjà quelques places. Huff qui a pris un excellent départ. Tom Coronel aussi qui était pratiquement en dernière ligne. Tout dernier, le pilote néerlandais qui, dans ces conditions, avec une faible adhérence, est en train de se frayer un chemin. Andy Priaulx est en tête devant Gabriele Tarquini qui sent déjà revenir le souffle de la BMW d'Augusto Farfus. Et puis après c'est un festival BM avec derrière Luca Rangoni et Jörg Müller. Il y a pour le moment 4 BMW sur les 5 premières positions. Le malheureux Gabriele Tarquini va avoir bien du fil à retordre avec ses fous furieux sur les Bavaroises. Oui, les BMW se sont particulièrement bien élancés. Jörg Müller étant passé de la 10e position à la 5e. Côté Chevrolet, on a la 7e place pour Larini, la 8e pour Menu. Ces deux-là sont devant Thiago Montero qui a un petit peu manqué son départ dans cette deuxième manche. Jörg Müller en 5e position. Et pour l'instant, toujours Andy Priaulx en tête, suivi par son nombre par Gabriele Tarquini. Les Seat relativement rapides en bout de la ligne droite. Avec un Jordi Genet qui vient faire l'intérieur ici à Alessandro Zanardi. L'Espagnol s'empare de la 10e place au nez et à la barbe de l'ancien pilote de Formule 1. Pour l'instant, Andy Priaulx qui n'arrive pas à profiter de sa bonne position de départ. Il ne s'échappe pas. Lui faudra-t-il quelques tours pour faire monter en température totalement ses pneumatiques. Gabriele Tarquini doit en profiter en tout début de course. Et on revoit le départ avec la bonne mise en action pour Andy Priaulx. Et puis derrière, regardez les BM qui débordent notamment les Chevrolet et les Seat. Avec la caméra embarquée chez Alain Menu. Et ouais, regardez comme il se fait. Comme une balle, Jörg Müller qui arrive à dépasser les deux Chevrolet. La Seat sur sa gauche et qui est un petit peu plus loin viendra faire l'intérieur à Roberto Colciago. Une erreur d'Andy Priaulx qui vient de se faire chipper le leadership par Gabriele Tarquini. Il a perdu beaucoup de place dans cette mésaventure, le pilote anglais. À l'instant, on va revoir ça évidemment avec les ralentis proposés par Olivier Denis. Et une Seat en tête de la course, Tarquini devant Farfus, 3e Rangoni, 4e Müller et semble-t-il Andy Priaulx en 5e position seulement. Oui, et une des Chevrolet qui vient de profiter d'une petite erreur de Colciago également. Larini est devant Colciago désormais. Tarquini en tête, Farfus 2e, Rangoni 3e comme dans la première course. 4e place pour Jörg Müller, Priaulx n'est plus que 5e et juste derrière lui, attention, il y a maintenant une Chevrolet qui a fonctionné comme un avion de chasse dans la première course, c'est celle de Nicolas Larini. Il serait bon de revoir ce qui s'est passé pour Andy Priaulx. Une trajectoire un petit peu élargie, peut-être un petit problème de freinage. Andy Priaulx peu à l'aise dans ce premier virage, on l'avait vu lors du premier tour, du premier départ, et qui visiblement est en train d'avoir une trajectoire plutôt défensive, essayer de protéger l'intérieur pour ne pas subir les assauts de Nicolas Larini. Derrière Tom Coronel qui reste très très éloigné. Aux alentours de la 16e place, Yvan Muller 14e, juste derrière le pilote privé belge Pierre-Yves Cortals. On revoit l'erreur en caméra embarquée d'Andy Priaulx. Regardez Jörg Müller qui du coup peut passer à l'intérieur devant l'anglais. Il faudra revoir Jacques si c'est une erreur ou si c'est une légère petite poussette de Tarquini. Car on était vraiment au virage. Ouais, il était, me semble-t-il, relativement proche. Donc soit Andy Priaulx s'est légèrement loupé, soit Tarquini l'a légèrement aidé. Mais le résultat est là. Les positions se sont inversées. Gabriele Tarquini en tête et qui mérite cette position de tête car il est en train de creuser un léger écart avec son poursuivant direct, Augusto Farfus. Et Jörg Müller qui commence à mettre la pression désormais sur Luca Rangoni, le pilote privé italien. Alors c'est incroyable, Jörg Müller qui était quasiment transparent lors de la première course, mauvaise position de départ, un résultat final, une 10e position, et qui là, me semble-t-il, est le pilote BMW le plus rapide. Il est en train de mettre la pression sur Luca Rangoni et il n'est pas très loin de son coéquipier Augusto Farfus. Oui, le meilleur tour pour le moment à mettre à l'actif, me semble-t-il, de Jörg Müller, effectivement, une 49,649 c'était dans le dernier tour réalisé par le pilote allemand. Et on vous avait dit qu'on ne verrait pas ces petits signes de ses petits doigts et que c'était peut-être pas pour ce week-end. Il est peut-être en train de nous faire mentir. Qui sait, effectivement. En attendant, il y a un pilote qui est moins à l'aise, c'est Félix Portero dans cette course.
Il est relativement rapide, lui, lors des séances d'essai. Pour le moment, il manque un petit peu de présence en course. Hein. Avec l'attaque d'Yvan Muller sur Pierre-Yves Cortals, et ça va passer pour Yvan Muller. Cortals qui conserve la trajectoire défensive pour ne pas se faire chipper sa place par Robert Huff. Huff qui a dépassé Tom Coronel il y a quelques instants. Il y a de la bagarre également aux alentours de la 12e place à ces courses de WTCC. Avec peut-être Alain Menu. Menu, effectivement, Alain Menu qui a tiré tout droit et c'est fin de parcours pour Alain Menu, vainqueur de la première course. Que s'est-il passé, se demande le team manager. On revoit aussi dans le même virage que Robert Huff, non? Ça y ressemble en tous les cas. Un petit tout droit et c'est un petit peu bizarre car visiblement il aurait eu l'occasion de repartir. Il ne l'a pas fait. Donc problème probablement mécanique pour le Suisse Alain Menu, victorieux de la première course de Zandvoort. Gabriele Tarquini de son côté continue de conserver cette place de leader de cette course. Et à ce moment-là, Jörg Müller en profite pour passer devant Luca Rangoni. L'Allemand récupère la 3e place. Il est un battant, ce pilote allemand. Il veut vraiment redresser la tête dominée par Augusto Farfus lors de la qualification. On revoit ça de l'intérieur. C'était net, sans appel. Luca Rangoni n'a rien pu faire. Et puis il savait également que Luca Rangoni n'allait pas véritablement fermer la porte. Hein. Ce pilote privé, lui, joue le trophée des indépendants, le trophée Yokohama, dont il est pour le moment en 2e position, juste derrière Pierre-Yves Cortals. Il a intérêt à surtout assurer cette première place-là. Pas celle nécessairement ça du part de loin, ça part de loin, Portero. Qui va emmener son coéquipier Zanardi avec lui. Non. Ils sont quand même parvenus à rester tous les deux. On va savoir de quoi on va parler à l'issue de la course dans la même équipe. Ouais, chez Roberto Rabaglia, Zanardi, ça va pas lui faire plaisir, ça. Portero, effectivement, qui vous a écouté, Jacques, vous lui disiez qu'il n'était pas assez saignant pendant ses courses. Là, il est sûrement en communication directe avec Eurosport France et il vous a écouté. Et Mario Thyssen, en tous les cas, n'en perd pas le sourire pour le moment. Il faut dire que ces voitures dominent légèrement ce début de course, même si la place qu'elles n'ont pas, c'est la première. Hein. Il n'y a qu'une Seat pour le moment en tête, c'est celle de Gabriele Tarquini, le bon vieux casque araignée. Mais à suivre, on revoit effectivement cette attaque un petit peu suicide de Portero sur Zanardi. C'est pas si, mais ça a été chaud. Ouais, freinage un petit peu loupé. Regardez de l'intérieur. Avec Gabriele Tarquini toujours en tête alors qu'il reste encore 8 tours désormais à parcourir dans cette 4e manche de la saison WTCC. Et Tarquini qui commence à se faire mettre sous pression par Augusto Farfus. Il faudra surveiller, Jacques, l'arrière de la voiture de Gabriele Tarquini, car me semble-t-il, il y a un élément de carrosserie qui est en train de battre au vent et tout appendice aérodynamique qui n'est pas en sa position fait un effet un petit peu inverse. Donc si on a un plan de l'arrière de la voiture de Tarquini, il me semble qu'il y a quelque chose qui est en train de s'échapper. Ouais. Probablement stigmate d'un contact avec probablement Augusto Farfus, puisque c'est lui qui est resté juste derrière Tarquini depuis le début de cette course. Ça va être une position très difficile à défendre pour Gabriele Tarquini tout au fil des 7 tours qu'il reste encore, parce que Farfus, Müller, Rangoni et Prio dans ces échappements. Derrière, il y a encore Nicolas Larini qui a très bien marché aussi dans la première course. Et Thiago Montero qui est remonté dans les points, 8e désormais, avec les petits soucis rencontrés par Alain Menu notamment. Tarquini toujours en tête, mais Augusto Farfus qui se rapproche, Jörg Müller qui n'est pas très loin, Rangoni, 3 BMW, 4 BMW à l'assaut de la Seat, qui paraît bien esselé, mais toujours en tête. Ouais, il a une expérience incroyable, ce Gabriele Tarquini, toujours présent, qui parvient toujours à faire face à l'adversité, même quand les conditions sont véritablement mauvaises pour lui. Eh bien, il est là. Stéphane Henou, si vous nous entendez bien sûr, et si vous voyez revenir Alain Menu dans les stands, n'hésitez pas à aller tendre votre micro. On aura comme ça les informations en provenance directe de chez le pilote Chevrolet. Il y a de la bagarre, hein. Regardez les écarts extrêmement réduits entre Tarquini, Farfus, Müller, Rangoni et Andy Prio. Ces 5 voitures se tiennent en 1 seconde et 7 dixièmes
Le problème, c'est que sur ce tracé de Zandvoort, il n'y a quand même pas énormément d'endroits propices au dépassement. Il y a 2 à 3 zones où l'on peut dépasser. Mais il faut être véritablement en position idéale à ces endroits-là. Il faut être en position idéale, mais il y a surtout des possibilités de commettre des petites erreurs qui permettent ces fameux dépassements. Sans erreur, c'est quasiment impossible, mais les possibilités d'erreur de par l'adhérence précaire en dehors de la trajectoire et du fait que les virages sont quand même compliqués, des freinages en appui, des virages relativement rapides, des freinages appuyés, il y a tout ce qu'il faut pour créer ces fameuses petites erreurs. Allez, d'erreur pour l'instant, en tous les cas, Gabriele Tarquini n'en a pas commise et c'est pour cela qu'il est en tête. Moins de 5 dixièmes d'avance sur Augusto Farfus. Et puis derrière, ce train de BMW, Farfus, Muller, Rangoni, Prio. Prio talonné par la Chevrolet bleue de Nicola Larini, déjà deuxième de la première course, qui réalise très beau week-end à Nicola Larini, mais qui court toujours après son premier succès en WTCC. Des places sur le podium, il en a eu. Une deuxième aujourd'hui, quelques troisièmes la saison dernière. Il lui reste maintenant à atteindre la plus haute marche du podium. Alors, est-ce que Nicola Larini va essayer d'attendre que les pilotes BMW se battent entre eux pour essayer d'en profiter avec de nouveau Prio qui est sorti très très large. Est-ce que Larini peut attaquer? Il arrive quand même avec davantage de vitesse. Il se fait tasser par le champion du monde en titre, mais il passe. Et oui, joliment fait Nicola Larini. Saute sur les freins désormais pour reprendre la trajectoire la plus à l'intérieur possible. Et il est devant. 2 erreurs dans la même course pour Andy Prio. Oui, c'est pas souvent que le champion du monde nous démontre tout cela à l'issue d'une même course. Est-il un peu moins à l'aise, un petit peu en difficulté, obligé d'augmenter son rythme de pilotage pour suivre le niveau démontré par Augusto Farfus? C'est sûrement la raison. Il va falloir travailler sec du côté de son écurie aujourd'hui. Oui, et puis c'est 35 kg de poids embarqués qui le pénalise par rapport à Nicola Larini par exemple. Alors que Robuff, lui, au fond de l'image, continue sa belle remontée, mais il ne parviendra pas à s'emparer de la place d'Ivan Muller ici. Et ces garçons-là ont déjà fait une remontée exceptionnelle, aussi bien Ivan Muller que Rob Huff, puisqu'il s'est lancé de la 22e et de la 24e position sur la grille. Et ces deux pilotes occupent actuellement la 12e et 13e position. Juste derrière, leur ami de toujours, Alessandro Zanardi. Ouais, Vous vous souvenez du petit contentieux qu'il y avait entre Ivan Muller et Alessandro Zanardi au cours de la saison dernière. Donc là, il ne faudra pas prendre de risques. Vous avez vu quelques gouttes d'eau sur la caméra précédente, qui vous montre bien qu'il continue à pleuvoir, mais ça reste relativement léger. Un peu plus important sur certains tronçons de ce circuit d'un peu plus de 4 km. Et un petit peu moins dans la ligne droite ici, le long de la côte. Robuff, effectivement rapide, il était un peu moins rapide que ses coéquipiers Nicola Larini et Alain Menu, mais néanmoins les Chevrolet sont brillantes aujourd'hui. Il repartait de loin suite à son incident mécanique de la première course, mais bien entendu le potentiel de sa voiture vaut mieux qu'une 13e place. Oui, Jacques. Oui, Stéphane. Je suis avec Alain Menu, là, de retour dans les stands. Alain, une victoire en première course, en abandon dans la deuxième, que s'est-il passé? Oui, c'est décevant, mais j'ai eu un problème de pression d'huile. J'avais l'alarme de la pression d'huile qui était allumée. Et voilà, comme c'est une course et puis que j'avais bon espoir de faire un bon résultat, j'ai décidé de continuer, mais malheureusement le moteur n'a pas tenu le coup, donc j'aurais peut-être mieux fait de tout couper. Et quel est l'état de la piste? La piste, elle est bien là, elle est pas. Il y a eu il pleuvinait un peu juste avant le départ, mais la piste est sèche, il n'y a pas de souci. Merci. Merci Alain Menu, merci Stéphane. Avec toujours Gabriele Tarquini qui reste en tête et Farfus derrière. En 3e position, Jörg Müller. On campe sur ces positions en ce moment, même si les écarts sont extrêmement réduits. Rangoni 4e, toujours Nicola Larini en 5e position. Et juste derrière Nicola Larini désormais, Andy Prio. Alors que Thiago Montero, on vous le rappelle, est 8e, toujours dans les points. Nicola Larini véritablement survolté à l'issue de cette deuxième course. Ça passe d'armes avec Andy Prio, l'a galvanisé. Il est en train d'essayer de remonter sur le concurrent qui est devant, qui est Luca Rangoni. Alors qu'en tête de la course, Tarquini résiste tout le temps. Pas de faute pour le pilote italien. Il est à ses trousses. Pourtant, Augusto Farfus est juste derrière. Jörg Müller qui revient. Oui, mais il avait 5 dixièmes d'avance sur Farfus il y a 2 tours. Il n'en a plus que 2,5. 26 centièmes d'avance pour
Gabriele Tarquini sur Farfus. Autant dire que le pilote brésilien met de plus en plus de pression à moins de 3 tours de l'arrivée. Ça va être très difficile pour Gabriele de conserver cette première place. Ce serait son premier succès de la saison, bien sûr. Il s'était imposé une fois la saison dernière pour son année d'arrivée chez Seat. Jörg Müller, me semble-t-il, est rapide en cette fin de course. Il reste 3 tours. Il est sûrement un petit peu plus rapide qu'Augusto Farfus, mais il faut qu'il soit prudent. C'est son nouvel coéquipier, son nouveau coéquipier dans l'écurie. Donc il ne faut absolument pas aller au contact et annuler les bons résultats de l'écurie. De la prudence et attention avec Nicola Larini qui déboîte, il vient se porter à la hauteur de Luca Rangoni et ça passe pour le pilote Chevrolet. Superbe passe d'armes et belle manœuvre de Nicola Larini qui est au pied du podium désormais. 4e position pour Larini. A décidément un week-end somptueux de la part du pilote italien, alors que Farfus aussi est véritablement maintenant dans le pare-choc arrière bien sûr de Gabriele Tarquini. De plus en plus de pression mise par les BM sur la Seat de tête. Et Jörg Müller en 3e position, toujours prêt à profiter éventuellement d'une petite erreur d'Augusto Farfus. Augusto Farfus qui doit faire une attaque franche, en profiter totalement pour ne pas subir lui les assauts de son coéquipier Jörg Müller. Course splendide à Zandvoort avec énormément de suspense jusqu'au bout. Il reste moins de 3 tours à disputer dans ce 4e rendez-vous de la saison, avec toujours en tête Gabriele Tarquini. Et puis derrière, il y a de jolies passes d'armes avec notamment Andy Priaulx ici qui vient de s'emparer de la 5e place devant Luca Rangoni désormais. Tarquini qui est toujours devant Augusto Farfus, Jörg Müller est 3e, Nicola Larini 4e et puis donc Priaulx désormais 5e qui ne doit pas perdre le contact avec ses 2 coéquipiers de chez BMW, ses 2 adversaires aussi pour le titre mondial que sont Farfus et Jörg Müller. Oui, mais ça va être difficile pour lui car il faudrait remonter sur Nicola Larini qui a l'air véritablement survolté. Nicola Larini probablement le pilote le plus rapide actuellement en piste et qui revient petit à petit sur les 2 BMW qui le précèdent, celle d'Augusto Farfus et de Jörg Müller. Oui, Larini qui vient de tourner en 1:49.321. Tarquini parvient à suivre ce rythme également devant. Il a repris un petit 10e d'avance à Augusto Farfus. Ça reste extrêmement réduit. Il ne reste plus que 2 tours. 2 tours. Et toujours Tarquini en tête. Alors que Thiago Montero a subi la loi de Félix Portero. Et Yvan Müller qui lui résiste toujours aux attaques de Robert Huff, mais qui ne parvient pas à se débarrasser de la BMW d'Alessandro Zanardi. Priaulx, Rangoni, Colciago, ici Félix Portero que l'on avait à l'image. Et retour sur l'homme de tête, Gabriele Tarquini. Augusto Farfus, toujours un œil devant, un œil derrière, en ligne de mire. Tarquini, une possibilité de victoire, mais il sait aussi qu'il a derrière lui son coéquipier. Jörg Müller un petit peu plus rapide, bien à l'intérieur. On voit que Augusto Farfus protège légèrement sa trajectoire. Il occupe le terrain, ne laisse pas pour l'instant une place suffisante au pilote allemand. Est-ce qu'il va aller porter une attaque à Augusto Farfus? Est-ce qu'il en est capable tout simplement avec ses 35 kg de poids embarqués contre 20 à Gabriele Tarquini, l'homme de tête? Et Tarquini, me semble-t-il, est vite là où il le faut, dans les endroits où il est un petit peu moins vite. Il y a très peu de possibilités de dépassement. Ah, ça ferait du bien cette victoire à Seat où on était en train d'avoir le moral qui descendait plutôt dans les chaussettes après les 2-3 contre-performances de ses premières courses. Et là, la victoire de Gabriele Tarquini serait tout simplement splendide. On n'en est pas encore là, on ne va pas lui porter la poisse. Bientôt, on va rentrer dans le dernier tour et le pilote italien qui conserve toujours la tête de cette épreuve devant Farfus et Jörg Müller. Et il aurait particulièrement bien résisté s'il arrivait à conserver cette position. Tarquini, dont on sait que les Seat, les voitures à traction, dégradent un petit peu plus les pneumatiques que les BMW. On rentre dans le dernier tour. Pierre-Henry, Augusto Farfus mis sous pression aussi par son coéquipier Jörg Müller. Pas d'attaque évidemment insensée, surtout pas à ce moment-là de la course. Ce serait peut-être Nicola Larini qui pourrait en profiter.
Je crois que ça sera aussi important du point de vue psychologique, Jacques, que Jörg Müller ait réussi à revenir au niveau de performance, au niveau d'Augusto Farfus, totalement dominé lors des qualifications, lors de la première course. Il est là, il va montrer à son jeune coéquipier brésilien qu'il faudra compter avec lui tout au long de la saison. Quelle résistance héroïque peut-être pour Gabriele Tarquini. On va lui souhaiter évidemment d'aller jusqu'au bout et regardez les écarts avec Farfus qui se rapproche encore dans ce dernier tour. Rien n'est joué jusqu'au bout du suspense. Tarquini, Farfus et Müller peut encore lui aussi faire une belle opération et pourquoi pas Larini. Tout est possible sur ce merveilleux tracé de Zandvoort. Succès incontestable pour ce retour aux Pays-Bas pour le championnat du monde des voitures de tourisme. Tarquini qui est un petit peu large, mais c'est une trajectoire visiblement volontaire. Il a vu qu'il avait un petit peu de place, d'espace là pour utiliser cette trajectoire là, peut-être aussi pour un petit peu, enfin ne pas trop solliciter ses pneumatiques. Attention aussi à ne pas être gêné, on revient sur un concurrent russe de la catégorie. On est à la fin de ce circuit. Bientôt l'arrivée pour Gabriele Tarquini. Est-ce que jusqu'au bout, il va parvenir à rester devant les deux pilotes BMW, Farfus, Müller, Larini juste derrière. Le pilote russe s'est gentiment écarté. Les pilotes russes qui devront encore s'améliorer. Il y a 3 BMW engagés à partir de cette course-ci. Il faudra revoir cela. On s'intéresse à la lutte pour la victoire jusqu'au bout et Tarquini va le faire. Il va aller remporter, décrocher les 10 points de la victoire. Victoire pour Gabriele Tarquini. Bravo Gabriele. Deuxième place pour Farfus, troisième Jörg Müller. Larini termine quatrième devant Andy Prio. Luca Rangoni termine finalement sixième. Colciago au volant de sa Seat privée prend la 7e place. Et Félix Portero va prendre la 8e place et marquer le dernier point. Quelle résistance fabuleuse de Gabriele Tarquini au volant d'une voiture que l'on disait aujourd'hui en retrait au niveau des performances. Il a prouvé quand même qu'on pouvait finalement faire très bien. C'est carrément la victoire. Bravo. Victoire totalement méritée de Gabriele Tarquini, effectivement, du côté de chez Seat. On avait abordé le week-end un petit peu résigné, un petit peu politiquement en quête d'obtenir une faveur du règlement, car on avait été totalement dominé sur la première course de Curitiba. Visiblement, cette victoire de Tarquini va bien entendu faire les affaires de Seat et de Tarquini, mais ça ne va pas les aider pour essayer d'obtenir quelque chose de supplémentaire. Tarquini s'impose. En revanche, Augusto Farfus lui va conserver la tête du classement provisoire du championnat. Tarquini qui s'impose donc devant Farfus, Jörg Müller 3e, Larini 4e, très beau week-end pour lui, 3e et 4e dans les deux courses. 5e place pour Prio, on l'a vu, avec 2 petites erreurs qui lui auront coûté très cher. Rangoni prend la 6e place, Colciago la 7e et Portero la 8e. Ivan Müller aura livré une très belle bagarre aussi, il sera remonté de la 24e à la 12e place. On marque une très courte pause et on revient en direct à Zandvoort. EOS 400D est arrivé. Bienvenue dans l'ère de jeu. Canon, you can. Bienvenue en enfer. Seat ouvre les portes du championnat du monde WTCC. Donnez une preuve d'amour à votre voiture. Essayez Castrol Edge, notre meilleur lubrifiant à ce jour. Plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Avec les suspensions Monroe.
Gabriele Tarquini vient de remporter son premier succès de la saison. Il l'aura remporté beaucoup plus tôt dans la saison que l'année dernière. Et pourtant, cette victoire, je pense que Gabriele ne s'y attendait pas véritablement. Daniela pourra d'ailleurs lui demander s'il s'attendait à cette possibilité-là. Il a profité d'une erreur de Andy Priaulx, le pilote anglais, qui était en tête. Et dans la foulée, lui est parvenu à maintenir, à garder le bon cap, hein, Pierre-Henri, comme souvent pour ce pilote d'expérience. Oui, c'est vrai que Gabriele doit compter sur son expérience. Il a toujours de la rapidité, il l'a prouvé, mais il aura réussi un week-end de Zandvoort important. Il aura marqué des points, il n'aura pas commis d'erreur. Et là où on n'attendait pas les Seat, où depuis le début du week-end, on se disait ce sont vraiment des voitures qui sont actuellement pénalisées ou qui ne sont pas avantagées dans le règlement et qui subissent la domination des BMW et des Chevrolet, Tarquini a réussi à prouver que avec de la mise au point, avec de l'expérience et sans commettre d'erreur, on arrivait quand même à repartir avec des gros points de Zandvoort. Ça mettra un petit peu de baume au cœur à Hugues de Schonack, reparti pour suivre les épreuves de GT à Valence et qui était ici hier. Belle victoire en tous les cas pour Gabriele Tarquini qui a résisté toute une course durant à Augusto Farfus, et on connaît quand même l'impétueux brésilien. Farfus deuxième, Jörg Müller qui signe une belle troisième place aussi. On ne s'attendait pas à ce que Jörg Müller parvienne à monter sur le podium. Il a parfaitement géré cette course également pour remonter à cette place-là. Notre consoeur Daniela est aux côtés de Gabriele Tarquini. On va recueillir les premières impressions du pilote italien de chez Seat à sa sortie de voiture. Avec le petit bisou pour Augusto Farfus qui lui de son côté reste leader de ce championnat. 28 points, il a même fait le trou, hein, Augusto Farfus. Il a désormais 6 points d'avance sur son coéquipier de chez Schnitzer, Jörg Müller, 7 sur Andy Priaulx et Gabriele Tarquini déjà aux avant-postes également. Allez, on écoute Gabriele. Gabriele Tarquini, it was a hard weekend for you. Was it a surprise to win today? Ça vous surprend cette victoire? Vous savez, le départ que j'ai fait lors de la première course, ça a été un truc de rêve. J'ai pu... Et vous savez, les BMW étaient très forts derrière moi lors de la deuxième course et j'ai pu rester dans cette position. Et être capable de marquer des points aussi bien lors de la première course et de rentrer dans les 8 premiers que de m'imposer lors de la deuxième course. Et oui, 12 points au total pour Gabriele Tarquini, ce qui en fait un des meilleurs performeurs du week-end. Ce qui est quand même relativement étonnant vu le peu d'enthousiasme qu'avaient les pilotes Seat à l'issue de la séance d'essais qualificatifs. Le championnat du monde, le voici, la confirmation de ce classement dont on vous parlait il y a un instant. Farfus, 6 longueurs d'avance sur Jörg Müller. Tarquini et Priaulx accrochés à la 3e place. Nicolas Larini, très bon 5e avec beaucoup de points marqués aujourd'hui. Luca Rangoni occupe désormais la 6e place et juste derrière lui, eh bien, on retrouve le malheureux Yvan Muller qui, malgré une très très belle remontée aujourd'hui, ne sera pas parvenu à remporter, à décrocher le moindre point ici à Zandvoort sur un tracé qui n'était quand même pas si néfaste, si nuisible au Seat. Allez, on revoit les plus belles images de cette deuxième course de Zandvoort. Une course qui finalement se sera déroulée dans des conditions plus sèches que l'on ne craignait. La joie de Jaime Puig, bien sûr, celle de Gabriele Tarquini qui tombe dans les bras de son ancien coéquipier de chez Alfa Romeo, Augusto Farfus. L'Italien de Giulianova a signé sa première victoire cette saison. Il est 3e du classement provisoire du championnat. Dans un instant, bien sûr, le podium. Vous restez avec nous. Soyez en pole position avec Canon.
réflexe numérique EOS 400D est arrivé. Bienvenue dans l'ère de jeu. Canon, you can. Donnez une preuve d'amour à votre voiture. Essayez Castrol Edge, notre meilleur lubrifiant à ce jour. Plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. CNN, la France décide, le monde entier en parle. Le point de vue international des élections, chaque jour en direct sur CNN International. Avec les suspensions Monroe. En retour en direct à Zandvoort avec ce joli podium avec la victoire de Gabriele Tarquini qui offre à Seat son premier succès de la saison. Juste derrière lui, les deux pilotes BMW de chez Schnitzer avec Augusto Farfus deuxième. Il conforte sa première place en tête du championnat du monde des pilotes. Et troisième, Jörg Müller. Et sur la gauche de Jörg Müller, à droite de votre image, le petit Luca Rangoni, le pilote italien qui fait le doublé aujourd'hui, Pierre-Henri. 2 victoires en 2 courses pour ce trophée des indépendants, le trophée Yokohama. Oui, puis qui s'est particulièrement bien comporté car il s'est mêlé à la bagarre entre tous les pilotes officiels. Donc une excellente performance pour ce pilote italien. Et Jaime Puig qui retrouve quand même un petit peu le sourire parce qu'à l'issue de la première manche, il l'avait un peu perdu. Ces hommes, à l'exception de Thiago Montero, n'avaient pas été à la hauteur des espoirs et des ambitions évidemment élevées du constructeur espagnol. Je crois qu'il n'aurait pas misé gros sur cette victoire-là quand on voyait les différentes têtes pensantes de cette équipe Seat. Stéphane, si vous avez des réactions bien sûr à nous faire écouter depuis les stands, vous n'hésitez pas. Nous avons encore quelques secondes a priori. Je suis avec Yvan Muller. Ah ben très bien. Yvan, la voiture a été réparée pour la deuxième course. Qu'en est-il de sa compétitivité ? Quand on ne peut pas faire la première course comme c'était mon cas, c'est un peu délicat parce qu'il nous manque l'expérience de la première manche pour l'équilibrer pour la deuxième, parce que les autres ont eu l'occasion. Alors bon voilà, on avait un train de retard. L'auto est déjà, je peux être content d'avoir été dans la deuxième manche. Les gars ont fait un super travail, ils l'ont réparé rapidement. Elle roulait droit, le volant était droit, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Après la balance, bon évidemment c'était pas parfait, loin de là. Plus de réussite à Valence ? Je l'espère, parce qu'après un week-end comme ça, j'espère que ça va tourner un petit peu, mais en tout cas, on va tout faire pour que ça tourne. Stéphane, vous pouvez peut-être demander à Yvan, ce qui va quand même rassurer le Français, c'est de voir que Gabriele Tarquini a été capable de s'imposer avec cette voiture. Oui, tout à fait. C'est rassurant tout de même de voir Tarquini pouvoir contenir le plateau. Ouais, effectivement, c'est rassurant, mais je crois que c'est pas suffisant. C'est quand même parce qu'il part en pole, donc voilà, il faut qu'on gagne quand même de la performance et qu'on parte en qualif devant. Merci. Voilà, merci à Stéphane Hénoux, notre confrère d'Auto Hebdo, et à Yvan Muller de nous avoir donné ses réactions. Alors que l'on va bien sûr revoir ces belles images du podium et de la victoire de Gabriele Tarquini qui la célèbre. C'est de tradition, c'est de rigueur au champagne. On le retrouve, Gabriele, pour la conférence de presse officielle. Difficile de conserver cette première place tout au long de la course avec les deux BM derrière vous. Oui, les derniers tours ont été difficiles. Mon week-end a été fantastique. J'étais en train de penser que ça serait un week-end totalement catastrophique. Et puis j'ai bien fini ma première course, j'ai pu prendre la tête après 2 tours lors de la dernière et m'imposer. Le fait que vous étiez un petit peu plus léger, ça vous a permis de conserver cette place? Vous savez, cet avantage est peut-être de 2 ou 3 dixièmes
expected a little bit trouble on tires, but temperature was very cold and helped me. Vous savez, la température était fraîche ici, donc ça nous a aidé de manière exceptionnelle pendant la course. Effectivement, les Seat avaient un petit avantage, dont non pas de 25 kg, mais effectivement de 10 kg, puisque les BMW étaient avantagés de 15 kg à la première course. Donc il y avait 10 kg d'écart. Il y avait les 15 kg effectivement de résultats sportifs suite à la première course. Mais on peut dire que Tarquini s'en est quand même bien sorti, il a bien contrôlé. Il était peut-être un peu moins rapide, mais quand même il s'est imposé. On retrouve Augusto Farfus, deuxième aujourd'hui et le leader du championnat. Brazil, and now in Zandvoort you are on the second position. So can you say me what was the best strategy? I mean, we had a wonderful start. Quelle était la meilleure stratégie aujourd'hui? Vous savez, à Curitiba, j'ai gagné la deuxième course et Jörg a gagné la première. C'était super. Mon objectif était aujourd'hui de marquer des points. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, je pense, ici. Vous êtes le nouveau leader du championnat, bien sûr, tout seul. Stratégie pour conserver cette place. On sait que ce championnat va être très difficile, très serré. C'est important de marquer des points tous les week-ends. On aura bien entendu à Valence un handicap de poids plus important. Mais on va travailler avec cela. Oui, il faudra le gérer, hein, c'est vrai, ce handicap de poids pour Augusto Farfus qui, une nouvelle fois, a été un des meilleurs ce week-end. Du coup, eh bien, sa voiture sera alourdie en conséquence pour le prochain rendez-vous espagnol. On va écouter le troisième larron de ce podium. C'est bien sûr Jörg Müller. Vous êtes remonté de la 10e à la 3e place dans cette course. Comment avez-vous fait? J'ai fait un excellent départ. Notre démarrage a été excellent. J'ai pu prendre de nombreuses places dès le départ. Et bien entendu, compte tenu de mon âge avancé, j'ai encore un bon temps de réaction. Visiblement, je l'ai prouvé. Et puis après, ma voiture était excellente pendant la course. On a modifié quelque chose entre la séance de qualification et la première course, ce qu'on ne fait jamais. Et on a, après, à l'issue de la première course, remodifié. Visiblement, j'ai retrouvé la voiture que j'avais à Curitiba et j'ai pu être très performant. Vous savez, un week-end, j'ai pas eu d'accident, j'ai marqué des points. La voiture n'était pas aussi parfaite que je le voulais lors de l'issue de la première course. Les écarts étaient très réduits aujourd'hui. Comment avez-vous pu éviter tous les ennuis? Vous savez, j'ai participé à ce championnat depuis plusieurs années. Et les écarts sont de plus en plus réduits. J'espère que ça va rester comme cela. Donc j'ai cette expérience, mais j'espère surtout que ça va rester le plus sportif possible et qu'on va pouvoir conserver ces petits écarts sur la piste sans se toucher. Eh bien voilà, en tous les cas, tout est dit en ce qui concerne évidemment la victoire et le classement provisoire. Tarquini s'impose, Farfus et Müller et lui collé juste au train, comme on dit dans le jargon. Nicolas Larini prend la 4e place et c'est un très très beau week-end pour Chevrolet qui s'achève. Andy Priault, avec plus d'erreurs qu'à l'accoutumée, termine à la 5e place. Ce sera peut-être un des faits marquants de ce week-end de Zandvoort. Oui, un week-end en demi-teinte pour le champion du monde. Il faudra revoir sa copie pour Valence. Et puis évidemment Yvan Müller, lui aussi on lui souhaite de se remettre rapidement en piste pour le prochain week-end. Ce sera dans 15 jours sur le circuit de Valence. On espère bien sûr vous retrouver très nombreux à cette occasion. Le week-end se termine un tout petit peu dans la grisaille, mais on a vécu vraiment 2 courses et un week-end fabuleux ici à Zandvoort. Prochain rendez-vous avec le championnat du monde des voitures de tourisme, je vous le disais, ce sera dans 15 jours à Valence. Farfus devra défendre sa place en tête du championnat, je vais y arriver. Et puis pour le reste, eh bien l'actualité du WTCC, vous le savez, se poursuit. Ce sera mardi avec le magazine
magazine. Si vous avez manqué quoi que ce soit de ces deux courses, eh bien nous pourrons tout vous rappeler mardi. Et puis au-delà de cela, vous vous branchez sur notre site www.eurosport.fr ou bien on vous renvoie dans les pages de notre partenaire Auto Hebdo. Via notre partenaire, on vous rappelle également que vous aurez encore l'occasion de participer au tirage au sort pour gagner un week-end tout frais payé à Pau à l'occasion de la 4e manche de ce championnat du monde des voitures de tourisme. Allez, salut à toutes et à tous, merci d'avoir été des nôtres. À bientôt, au revoir.